La lumière froide du matin inonde la place du marché du Yorkshire. Sous mes bottes usées, les pavés sont glissants de givre, et chaque souffle que j'exhale se transforme en un petit nuage dans l'air glacé. Autour de moi, les murmures s'intensifient, se mêlant au bruit des sabots et aux cris des marchands. Mais ce n'est pas l'excitation d'un marché ordinaire. Non, c'est quelque chose de bien différent. Un frisson me traverse, mélange étrange de peur et d'un mince espoir désespéré. Autour de mon cou, je sens la corde râpeuse. Un lit colle, comme celui qu'on met aux bêtes. La main calleuse de mon mari serre l'autre extrémité. Sa voix résonne dans la place, d'un ton assuré, presque professionnel, comme s'il vendait une vache de grande valeur. « Combien m'en donnerez-vous pour cette belle femme ?» crie-t-il, les mots alourdis par l'alcool qu'il a bu à l'aube pour calmer ses nerfs. « Dos solide, bonnes dents, c'est cuisiné et raccommodé. » La foule se resserre, les visages oscillant entre la curiosité, le dégoût et l'évaluation silencieuse. Certains hommes s'approchent, examinant mes mains pour voir si je suis travailleuse, scrutant mon visage pour juger si je pourrais leur plaire dans leur lit. Je reste immobile, le cœur battant à tout rompre, consciente qu'en quelques minutes, toute ma vie va basculer. Peut-être tomberai-je sur un homme plus doux que celui qui m'a mené ici, ou peut-être sur pire. Mais ce qui m'effraie le plus, c'est ceci. Rien de tout cela n'est illégal. Ce n'est pas un crime commis dans l'ombre d'une ruelle. C'est, dans la logique tordue de mon époque, ma meilleure chance d'être libre, ma seule possibilité de divorce. Zaz, avant de plonger dans ces histoires oubliées de souffrance et de survie, si vous aimez découvrir les vérités cachées du passé, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour d'autres récits comme celui-ci. Et dites-moi en commentaire d'où vous nous écoutez. Je trouve extraordinaire que nous explorions ensemble ces récits anciens, reliés à travers le temps et l'espace, par notre curiosité commune pour l'histoire. La pratique qu'on appelle la vente d'épouses ne naquit pas seulement de la cruauté, même si celle-ci y tenait sa place. Elle surgit d'un système juridique si rigide, si implacable, qu'il ne laissait aux pauvres aucune autre issue. Pour comprendre pourquoi, durant l'époque victorienne, des centaines d'hommes ont conduit leurs femmes sur les places de marché, un licol autour du cou. Il faut se replonger dans un monde où les femmes n'étaient pas des personnes, mais des propriétés. En Angleterre victorienne, la doctrine légale de la couverture signifiait que lorsqu'une femme se mariait, son identité disparaissait. Comme l'écrivit le juriste Sir William Blackstone en 1753, l'existence même de la femme est suspendue durant le mariage, ou du moins incorporée à celle de son mari. Elle devenait une femme couverte, cachée sous l'identité légale de son époux, comme sous un manteau d'invisibilité. Si Mary décidait de lancer une petite entreprise, en vendant du pain ou en lavant du linge, chaque penny qu'elle gagnait appartenait légalement à son mari, même ses vêtements. La robe qu'elle portait sur le dos était sa propriété. Et si son mari, appelons-le William, décidait de la battre jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus se lever, la loi offrait peu de protection. Un homme avait le droit de corriger sa femme, tout comme il aurait dressé un chien ou discipliné un enfant. S'ils dépensaient tout leur loyer dans les tavernes ou gaspillaient l'argent de la nourriture au jeu, elle n'avait aucun recours légal. S'ils rapportaient à la maison des maladies contractées dans les bordels, ou s'ils refusaient de travailler pendant qu'elle se tuait à la tâche, les doigts ensanglantés par le linge, la loi considérait cela comme son droit légitime de chef de famille. Mais que se passait-il quand Mary n'en pouvait plus? Quand les corrections de William lui laissèrent les côtes brisées? Quand son ivrognerie faisait que leurs enfants se couchaient le ventre vide chaque soir? Et que se passait-il si elle rencontrait quelqu'un d'autre, un veuf bienveillant, ou un homme seul qui lui témoignait enfin un peu de tendresse? Chez les classes supérieures, il y avait le divorce. Mais il était si coûteux et si complexe qu'il semblait réservé à la royauté. Avant 1857,
Obtenir un divorce exigeait un acte privé du Parlement, un processus coûtant au minimum 1000 livres sterling, soit environ 118 000 livres d'aujourd'hui, une somme bien au-delà de ce qu'une famille ouvrière aurait pu espérer gagner en une vie entière. Même après la loi sur les causes matrimoniales de 1857, qui rendit le divorce légèrement plus accessible, il restait à environ 40 livres, plus qu'un an de salaire pour un simple ouvrier. Pour les pauvres, il n'existait en réalité que 5 moyens de mettre fin à un mariage. On pouvait se séparer d'un commun accord, mais cela empêchait toute possibilité de se remarier légalement. On pouvait fuir, disparaître du jour au lendemain en espérant que son conjoint ne vous retrouve jamais. On pouvait tenter d'obtenir une séparation légale auprès des tribunaux ecclésiastiques pour cause d'adultère ou de cruauté extrême. Mais cette voie restait coûteuse et n'autorisait pas non plus le remariage. Il restait la mort, une issue, malheureusement, fréquente dans les conditions de vie des classes laborieuses. Et enfin, il y avait la vente d'épouses, une pratique née probablement à la fin du XVIIe siècle, issue du désespoir et soutenue par une étrange logique populaire. Puisque la loi considérait la femme comme une propriété, pourquoi ne pourrait-on pas la transférer comme telle? Le rituel qui en découla était à la fois humiliant et étrangement solennel. Une sorte de parodie grotesque du divorce et du remariage réunis en une seule cérémonie publique. Tout commençait par une annonce dans le journal local, rédigée comme une vente de bétail. John Smith vendra sa femme, Mary, au marché de Doncaster mardi prochain. Elle est en bonne santé, forte et de bon caractère. Aucune offre raisonnable ne sera refusée. D'autres annonces étaient plus directes. Thomas Brown, la de son épouse, la cède à toute personne désireuse de la prendre. Elle sait laver, cuisiner et traire les vaches. Le jour venu, le mari conduisait sa femme dans un lieu public, généralement la place du marché, parfois une taverne, là où l'on vendait habituellement le bétail. Le symbole était cruel et évident. L'épouse portait un licol autour du cou, du bras ou de la taille, fait de cordes, parfois de ruban, dans une tentative dérisoire de préserver un peu de dignité. Ce licol n'était pas qu'un symbole. Il marquait sa condition de marchandise à transférer, au même titre qu'une vache ou un mouton. Le mari, souvent lui-même le crieur, lançait les enchères. « Combien m'offrez-vous pour cette belle femme? Elle a 26 ans, peut avoir des enfants, excellente couturière et toutes ses dents. » La foule se rapprochait. Les hommes observaient la femme comme des acheteurs de chevaux. Ils inspectaient tes mains, évaluaient son visage, demandaient parfois à l'entendre parler pour juger de ses manières. Mais c'est ici que les archives révèlent un détail essentiel, souvent oublié. Dans la majorité des cas, la vente était arrangée à l'avance. L'acheteur était souvent l'amant de la femme. Et la vente tenait lieu à la fois de divorce et de remariage officieux. L'humiliation était réelle, mais elle avait un but, rendre la séparation publique, et donc, dans l'esprit de ceux qui y participaient, légale et définitive. Prenons l'exemple documenté à Brighton en 1826, l'un des cas qui inspira le roman célèbre de Thomas Hardy, le maire de Casterbridge. Un homme mena sa femme, fort présentable, sur le marché et la vendit à un marin pour 5 livres. Le journal rapporta qu'elle ne semblait nullement contrariée et que la transaction s'était déroulée dans la bonne humeur. Le marin la courtisait probablement depuis des mois. Et les 3 protagonistes, voyant dans cette vente la seule manière d'en finir légalement avec un mariage et d'en commencer un autre. Au marché de Vloc, en 1830, une femme fut vendue pour 2 shillings et 6 pence. Déterminée à ce que la transaction ait lieu malgré les hésitations de son mari, elle lui lança au visage « Laisse-moi, vaurien. Je veux être vendue. J'ai besoin de changement. » Sa voix résonne encore à travers les siècles, ferme, farouche, saisissant la maigre parcelle de liberté que la loi lui concédait.
Les prix payés variaient considérablement, allant de 100 livres, plus 25 livres par enfant, soit plus de 18 000 livres actuels, à un simple verre de bière. La plupart des ventes se situaient entre 2 et 5 shillings, l'équivalent d'une vingtaine d'euros d'aujourd'hui. Mais l'argent n'était pas le véritable enjeu. Ce qui comptait, c'était le caractère public de la transaction, observé par des dizaines, parfois des centaines de témoins capables d'attester plus tard que la femme avait bien été transférée d'un homme à un autre. Le licol, lui aussi, avait une signification profonde. Une fois la vente conclue, il était remis au nouveau mari comme preuve que l'affaire était faite. Ce n'était pas qu'une mise en scène, c'était une tentative désespérée de donner une forme de légitimité légale à un acte qui n'en avait aucune. Les participants voulaient croire et faire croire à leur communauté que ce qu'ils faisaient était juste et reconnu. Parfois, le rituel prenait même une tournure plus formelle. Des actes de vente étaient rédigés et signés, reprenant mot pour mot le langage juridique des transferts de propriété. On pouvait lire, par exemple, « Moi, John Parsons, en considération de la somme de 6 livres et 6 shillings, vend, cède et transfère à John Tucker, Anne Parsons, épouse dudit John Parsons, avec tous les droits, propriétés, services et demandes pour toute la durée de sa vie naturelle. » La cérémonie se terminait, souvent dans le peuple plus proche, par un festin de noces payé par le nouveau mari. Parfois, les cloches de l'église sonnaient, comme ce fut le cas en 1827. Pour la communauté, avide de divertissement, ces ventes étaient de véritables spectacles publics. Des centaines de personnes pouvaient se rassembler, assistant à une étrange combinaison de théâtre, de procès et de foires populaires. Mais toutes les ventes n'étaient pas des accords, mutuels entre amants cherchant à se légitimer. Certaines étaient de véritables enchères, où des femmes étaient vendues à des inconnus. En mars 1766, un charpentier de Southwark, dans un moment d'indifférence conjugale, vendit sa femme dans une taverne. Lorsqu'il retrouva ses esprits et voulut la reprendre, elle refusa, et il se pendit. Cette tragédie illustre le désespoir né des contraintes absurdes du système légal de l'époque. En 1824, à Manchester, une femme fut adjugée pour 5 shillings, mais ne plaisant pas à l'acheteur, elle fut remise en vente pour 3 shillings et une pinte de bière. La voix de la femme comptait, elle pouvait refuser un acheteur. Mais imaginez la terreur d'être là, debout, pendant que des inconnus enchérissent sur vous comme sur du bétail, votre avenir suspendu à la somme qu'un homme décidera de payer. La pratique était particulièrement répandue dans le Yorkshire, où 27 des 108 ventes d'épouses recensées à l'époque victorienne eurent lieu. En mai 1837, à Halifax, un forgeron nommé G vendit d'abord sa femme pour 1 shilling, la racheta ensuite, puis la revendit à un homme marié pour 2 shillings et 6 pence. Lorsque la femme apprit les faits, elle frappa violemment son épouse infidèle, preuve qu'elle n'avait donné aucun consentement à ces transactions. Certaines ventes spectaculaires attirèrent des foules immenses. En décembre 1849, à Goole, un homme nommé Ashton découvrit que sa femme s'était enfuie avec son amant pendant qu'il était à l'hôpital. Il les retrouva et organisa une vente publique. Sous les yeux d'une foule du Yorkshire, la jeune femme plantureuse fut vendue à son amant pour 5 shillings et 9 pence. Après une courte enchère animée, avant de partir avec son nouveau compagnon, elle claqua des doigts vers son ex-mari et lança « Voilà, bon à rien. C'est plus que ce que tu aurais valu. » Même les enfants n'étaient pas épargnés. Certaines femmes étaient vendues avec leurs enfants inclus dans le prix, comme de simples accessoires à la transaction. En 1865, une femme et ses 2 enfants furent vendus pour 100 livres, plus 25 livres par enfant, une somme équivalent à plusieurs années de salaire pour un ouvrier. L'acheteur n'acquérait pas seulement une épouse, mais toute une famille.
avec toutes les responsabilités financières que cela impliquait. La réaction des autorités face à la vente d'épouses était souvent confuse et contradictoire. Sur le plan juridique, cette pratique n'avait aucun fondement légal. En théorie, elle constituait une conspiration pour commettre l'adultère, suivie de bigamie lorsque les nouveaux couples se mariaient. Pourtant, de nombreux responsables locaux semblaient incertains de leur droit à intervenir. En 1819, lorsqu'un magistrat tenta d'empêcher une vente à Ashbourne, dans le Derbyshire, la foule le chassa à coups de pierre. Plus tard, ce magistrat avoua son hésitation. « Je ne crois pas avoir le droit de l'interdire, car elle repose sur une coutume populaire dont il serait peut-être dangereux de priver le peuple par une loi. » Certains représentants locaux encourageaient même la pratique. Les commissaires chargés des lois sur les pauvres, responsables de l'entretien des indigents dans les hospices, forçaient parfois les maris à vendre leurs épouses pour éviter que la paroisse n'ait à subvenir aux besoins des familles séparées. En 1814, Henry Cook fut ainsi contraint par les autorités de la maison de travail d'Effingham de vendre sa femme plutôt que de laisser la paroisse s'occuper d'elle et de leur enfant. Elle fut conduite au marché de Cuden et vendue pour 1 shilling, le trajet et le repas de noces étant payés par la paroisse. Le choix du marché comme lieu de vente n'était pas anodin. C'était l'endroit où le bétail changeait de main, où les biens se vendaient et s'achetaient, où toute la communauté assistait aux échanges. En choisissant ces lieux, les participants inscrivaient leur drame intime dans l'espace public le plus visible. Ils exigeaient que leur communauté soit témoin et reconnaisse ce que la loi refusait d'admettre. Mais le symbole allait au-delà du simple décor. Le licol passé autour du cou de la femme rendait visible ce que la loi insinuait déjà. Les épouses étaient des biens, pas des personnes. Certaines ventes fixaient même le prix des femmes selon leur poids, comme pour le bétail. Ce n'était pas une métaphore, mais la conséquence logique d'un système juridique déshumanisant. La pratique commença à décliner dans les années 1840, à mesure que les mentalités évoluaient et que le divorce devenait légèrement plus accessible. La presse se fit de plus en plus critique, décrivant ces ventes comme des scènes répugnantes et honteuses. La classe moyenne montante, désireuse de se distinguer de ce qu'elle considérait comme une barbarie populaire, réclama des poursuites. Dans les années 1850, les ventes se firent plus discrètes, conclues par acte privé plutôt que sur la place publique, dans une tentative d'éviter l'opprobre tout en conservant l'illusion de l'égalité. Les mouvements religieux et sociaux contribuèrent eux aussi à faire disparaître la coutume. L'Armée du Salut et d'autres groupes évangéliques prêchèrent contre cette pratique. Ironiquement, en 1889, un membre de l'Armée du Salut vendit sa propre femme pour 1 shilling à Hucknall, dans le Nottinghamshire. Même les réformateurs ne pouvaient échapper totalement aux contraintes matérielles qui faisaient de la vente d'épouses une solution, aussi absurde soit-elle, à des situations sans issue. La dernière vente d'épouses officiellement enregistrée en Angleterre eut lieu en 1913, lorsqu'une femme déclara devant un tribunal qu'elle avait été vendue à un collègue de son mari pour une simple pièce de gage. À cette époque, la pratique n'était plus qu'une relique du passé, maintenue en vie par la misère et la tradition plus que par une réelle croyance en sa légitimité. Mais l'horreur profonde de la vente d'épouses ne résidait pas dans le rituel lui-même. Elle résidait dans ce qu'il révélait de la société qu'il avait rendue nécessaire. Ce n'étaient pas des coutumes barbares pratiquées par des sauvages, mais la réponse logique d'êtres rationnels pris au piège d'un système irrationnel. Quand la loi n'offre aucun remède à une situation intolérable, les gens inventent le leur, aussi monstrueux soit-il. Les femmes qui se tenaient sur ces places de marché, un licol autour du cou, n'étaient pas seulement victimes de la cruauté de leurs maris, elles étaient les
victimes d'un système juridique qui niait leur humanité, coincées entre une fiction légale, niant leur existence et la réalité d'une vie à survivre. Elles cherchaient désespérément une issue, une chance de liberté ou simplement un peu de répit. Certaines trouvèrent cet échappatoire dans le théâtre, humiliant de la vente publique. Elles acceptèrent d'être vendues comme du bétail parce que cela leur offrait ce que la loi leur refusait, une seconde chance. Pour quelques shillings et le prix de leur dignité, elles pouvaient devenir la propriété d'un autre homme. Et, avec un peu de chance, être traitées comme un être humain plutôt que comme un objet. Quant aux foules qui assistaient à ces ventes, elles n'étaient pas seulement des voyeurs en quête de distraction. Elles étaient les témoins d'une communauté cherchant à résoudre les problèmes que la loi ignorait. Elles participaient à une forme de justice populaire, une manière de rendre visibles les drames privés que le droit gardait cachés. Arthur Muni, témoin de ce qu'il appelait la belle vieille coutume, assista à une vente en février 1860 dans un village du Yorkshire du Nord. Un vieil homme y vendit sa jeune épouse à un acheteur d'âge mûr pour 18 pence. L'acheteur pensait cet acte juste et légal, mais les villageois, eux, n'étaient pas du même avis. Ils brûlèrent en effigie le couple sur la place du village, signe que même dans les communautés où la vente d'épouses persistait, elle restait controversée et moralement ambiguë. La pratique traversait les classes sociales bien plus que les commentateurs victoriens de la classe moyenne ne voulaient l'admettre. Le duc de Chandos aurait, vers 1740, acheté sa seconde épouse à un aubergiste pour une demi-couronne, afin de la soustraire au cou de son mari. Le duc lui fit donner une éducation, l'épousa après la mort de son premier mari, et, selon les récits, ils vécurent heureux ensemble. Sur son lit de mort, elle aurait raconté son histoire à ses domestiques, en tirant une morale émouvante sur la providence et la résilience. Ce récit montre que même au sein de l'aristocratie, la vente d'épouses pouvait mener à de véritables sentiments d'amour et de respect. Ces histoires brouillent notre compréhension de ce que signifiait réellement cette pratique. Oui, elle était humiliante et dégradante. Oui, elle traitait les femmes comme des biens, mais elle représentait aussi, d'une manière tordue, une forme de libération, une échappatoire à des mariages synonymes de souffrance ou de mort. Les archives montrent que de nombreuses femmes participaient activement à l'organisation de leur propre vente. À Plymouth, en 1822, une femme fournit l'argent à un agent pour racheter sa liberté conjugale. Dans bien des cas, ce furent les épouses elles-mêmes qui insistèrent pour que la vente ait lieu lorsque les maris hésitaient. Elles n'étaient pas de simples victimes passives vendues contre leur gré, mais des actrices d'un système qui leur offrait la seule forme de divorce possible. Cela ne rend pas la pratique moins choquante, mais éclaire les raisons de sa persistance pendant plus de 2 siècles. Car la vente d'épouses n'était pas qu'un moyen pour des hommes de se débarrasser de leurs femmes. C'était pour beaucoup de familles une tentative désespérée de résoudre des problèmes insolubles avec les seuls moyens à leur disposition. Le contexte général rend cette réalité encore plus tragique. À une époque où un ouvrier gagnait à peine 10 shillings par semaine, où des familles entières vivaient dans une seule pièce sans eau courante, où les enfants travaillaient 12 heures par jour dès l'âge de 6 ans, la vie était courte, dure et sans issue. Quand cet équilibre économique s'effondrait, quand les maris buvaient à l'argent du foyer, quand les épouses ne pouvaient enfanter, quand la violence rendait la maison invivable, il ne restait aucun recours. L'Église prêchait la morale, mais n'offrait aucune solution concrète. La loi punissait, mais ne délivrait pas. Seule la justice populaire, incarnée par la vente d'épouses, proposait une échappatoire, aussi imparfaite fût-elle. Les journaux de l'époque, écrits par et pour la classe moyenne, dépeignaient ces scènes avec dégoût et mépris, sans percevoir la détresse humaine qu'elles révélaient.
Il décrivait les participants comme brutaux et dégradés, les spectateurs comme sauvages et voyeurs. Mais entre les lignes, on devine l'histoire de gens désespérés, essayant de survivre avec la dignité qu'il leur restait. Avec notre regard moderne, il est facile de ne voir que la cruauté et l'humiliation. L'image d'une femme avec une corde autour du cou, vendue comme un animal, incarne la domination masculine dans toute son horreur. Et pourtant, cette image portait aussi un autre message. C'était une tentative désespérée de créer une forme de justice dans un monde où la loi n'en offrait aucune. Une manière pour les plus pauvres de revendiquer un semblant d'agence dans un système conçu pour les priver de choix. C'était brutal, imparfait, souvent cruel, mais c'était le seul divorce accessible au peuple. Cette pratique disparut non pas parce que la société s'était soudainement éclairée sur les droits des femmes, mais parce que le divorce légal devint légèrement plus accessible et que les femmes commencèrent à avoir d'autres moyens d'existence. Les lois sur la propriété des femmes, mariées de 1870 et 1882, commencèrent à briser la tutelle masculine, leur permettant de conserver leurs revenus et d'hériter de biens. Peu à peu, la loi reconnut que les femmes étaient des êtres humains et non des possessions. Mais pour celles qui se tenaient sur les places de marché du début du XIXe siècle, une corde au cou et des regards pesants autour d'elles, ces changements arrivèrent trop tard. Elles vivaient dans un monde qui leur refusait toute identité légale, tout droit sur leurs gains et tout issu à un mariage malheureux ou violent, si ce n'était cette mise en scène humiliante de leur propre vente. Leur histoire nous rappelle que le progrès n'est jamais garanti, que les droits dont nous jouissons aujourd'hui ont été chèrement conquis. Elle nous enseigne que lorsque les systèmes échouent à rendre justice, les êtres humains en inventent d'autres, aussi imparfaits ou dérangeants soient-ils. Alors que nous profitons du confort de nos vies modernes, le droit au divorce, la propriété, la reconnaissance, l'égal de notre autonomie, souvenons-nous de ces femmes qui ont acheté leur liberté pour quelques shillings, au prix de leur dignité. Souvenons-nous qu'avant chaque droit conquis, il y a eu des femmes qui ont dû porter des cordes au cou pour espérer une vie meilleure. Les dernières ventes d'épouses se sont éteintes il y a plus d'un siècle, mais elles nous laissent avec une question brûlante. Quel système d'aujourd'hui continue d'échouer? Ceux qui n'ont pas de voix, car derrière chaque pratique monstrueuse de l'histoire se cachent des histoires humaines, de survie, de désespoir et d'un inlassable besoin d'espérer, même lorsque ce quelque chose de mieux a un prix presque insoutenable. L'horreur de la vente d'épouse devient encore plus palpable lorsque l'on observe les mécanismes précis de ces enchères. Imaginez-vous de retour sur cette place du marché, mais cette fois comme simple spectateur. La brume du matin n'a pas encore quitté les pavés, et l'air est imprégné de l'odeur familière d'un marché aux bestiaux. Foin, fumier et ce léger parfum métallique de peur que dégagent les animaux qui pressentent leur sort. Mais aujourd'hui, la peur ne vient pas des animaux. La femme qui se tient sur l'estrade improvisée n'est ni un bœuf ni une brebis. C'est la fille de quelqu'un, la mère de quelqu'un, la sœur de quelqu'un. Elle pourrait s'appeler Élisabeth, Sarah ou Mary, des noms effacés par le temps, perdus dans de vieux articles de journaux et registres de tribunaux. Elle a 28 ans, disons, les mains usées par le travail, le visage autrefois joli marqué par la pauvreté et la fatigue. Le licol qu'elle porte au cou n'a rien d'un accessoire symbolique. C'est une corde épaisse, celle qu'on utilise pour mener les chevaux, et elle lui entaille la peau à chaque mouvement. Son mari, bientôt son ex-mari, tient l'autre extrémité de la corde avec la désinvolture d'un homme qui a déjà fait cela, bien que ses mains tremblent encore du gin matinal censé calmer ses nerfs. « Allons, messieurs !» lance-t-il d'une voix forte et assurée. « Que donnerez-vous pour cette belle pièce de chair féminine ?»
Elle est forte comme un bœuf, peut travailler 16 heures sans se plaindre et elle a encore toutes ses dents. Il force la bouche de la femme avec ses doigts calleux, exhibant ses dents comme un maquignon montrerait celle d'un cheval. Les hommes rassemblés s'approchent, leur souffle visible dans l'air froid, leurs yeux évaluateurs. Ce ne sont pas des monstres, mais des fermiers, des ouvriers, des artisans habitués à jauger la valeur des choses. Ils examinent ses mains à la recherche de callosité, preuve de sa capacité de travail. Ils observent ses hanches pour deviner si elle pourra enfanter. Ils scrutent son visage pour juger si elle est assez avenante pour réchauffer leur lit. Un forgeron, reconnaissable à son tablier noirci de suie, s'avance et pince son bras. Un peu maigre, y constate-t-il froidement. Ne tiendra peut-être pas tout un hiver. Quel est son caractère? Est-elle sujette à des crises ou à la mélancolie? Demande-t-il. Douce comme un agneau quand on la traite bien, y répond vite le mari. Elle ne hausse jamais la voix, fait tout ce qu'on lui dit. Bonne avec les enfants, aussi. En a élevé 3 sans en perdre un seul. Mais dans les yeux de la femme, on voit autre chose, une dureté, une intelligence calculatrice qui contredit cette image docile. Ses lèvres sont serrées, et ses poings, bien que liés, sont crispés à en blanchir les jointures. Elle n'est pas la victime passive que cette scène semble montrer. C'est une actrice jouant un rôle dans une pièce cruelle, peut-être la seule voie vers sa liberté. Les enchères commencent timidement. 2 shillings. Elle lance un maquignon, plus pour tester l'ambiance que par réel intérêt. Les rires fusent, à peine de quoi payer un repas. 2 et 6. Elle propose un jeune fermier, le visage rougi par l'excitation ou la gêne. Il a peut-être 25 ans, l'allure gauche de celui qui n'a jamais été marié et voilà l'occasion de fonder un foyer tout fait. Le regard de la femme se pose sur lui, rapide et analytique. Est-il violent? Boit-il? L'abattra-t-il le samedi soir quand la bière l'aura rendu brutal? En quelques secondes, elle évalue les risques, sachant que son avenir entier se joue là. 3 shillings, crie une voix au fond de la foule. Elle reconnaît l'homme, Thomas Miller, un veuf qui la fréquente en secret depuis des mois. Un soulagement traverse son visage, si évident que plusieurs spectateurs se donnent des coups de coude. Ce n'est pas une enchère ordinaire, c'est une mise en scène. Un théâtre destiné à donner une apparence légale à un accord déjà conclu. Mais le jeune fermier, lui, n'a pas compris le scénario. 4 shillings! S'écrie-t-il avec entrain, convaincu qu'il remporte vraiment une épouse. Et j'ajoute un cochon. Cette fois, la femme paraît sincèrement terrifiée. Ce n'est plus le plan prévu. Thomas Miller fronce les sourcils et avance. 5 shillings, dit-il d'un ton ferme, la voix pleine d'avertissement. Le jeune homme ne comprend pas, pris dans le feu de la compétition. 6, réplique-t-il aussitôt. La foule approuve, amusée. Le mari regarde sa femme, incapable de lire ses signaux, déjà occupé à calculer combien de gin et dalles il pourra s'offrir avec cette somme. Pour la première fois, la peur réelle envahit le visage de la femme. Elle risque de finir avec un inconnu, peut-être plus cruel encore que celui qu'elle tente de fuir. 7 shillings, crache Thomas Miller, les dents serrées. C'est plus qu'il ne peut payer, mais il voit la panique dans ses yeux. Le jeune fermier hésite, tâtonne ses poches. 7 shillings et un cochon, c'est une somme importante. Il la regarde à nouveau, vraiment cette fois. Et ce qu'il lit dans son regard le fige. Elle ne le regarde pas avec reconnaissance, ni même résignation. Elle le fixe avec la peur qu'on réserve aux bêtes enragées. 7 shillings et 6 pence, murmure-t-il sans conviction. Le mari, jouant les commissaires-priseurs, sent la tension monter. Il est ivre, mais pas assez pour ignorer le changement d'atmosphère. Ses ventes reposent sur l'accord tacite de la communauté, et une foule peut vite se retourner quand elle sent que quelque chose cloche. Une fois pour 7 et 6, crie-t-il précipitamment, espérant conclure avant que la situation ne dégénère. 8 shillings,
lance désespérément Thomas Miller, bien que tout le monde voit qu'il n'a pas cette somme. Le moment s'étire comme une respiration suspendue. La femme reste figée entre la misère qu'elle connaît et un futur incertain. Deux hommes enchérissent pour le droit de la posséder, aussi complètement qu'ils pourraient posséder un cheval ou une table. La foule observe, fascinée, témoin d'un spectacle à la fois divertissant et profondément dérangeant. Puis, un événement inattendu se produit. La femme prend la parole. « Je choisis Thomas Miller », dit-elle clairement, sa voix résonnant sur la place soudain silencieuse. « J'irai avec lui de mon plein gré, mais je ne serai pas vendu à un étranger comme un sac de grains. » La foule se met à murmurer, à discuter. Ce n'est pas ainsi que la vente d'épouse est censée fonctionner. La femme n'est pas censée avoir le choix. C'est tout le principe de l'enchère. Mais il y a dans sa voix une dignité qui impose le respect, même dans cette situation humiliante, et plusieurs hommes acquiescent. « La demoiselle a parlé !» s'écrie un vieil homme au bord de la foule. « Qu'elle parte avec celui qu'elle veut. Ce n'est pas un marché aux bestiaux !»« Mais c'est moi qui ai fait la plus haute offre !» proteste le jeune fermier, soulagé plus que déçu. Le mari, lui, regarde autour de lui, nerveux. Il a perdu le contrôle de sa propre vente, et l'humeur de la foule change d'une manière qu'il ne comprend pas. La vente d'épouse fonctionne parce que la communauté l'accepte comme une forme de justice légitime. Mais cette légitimité dépend de certaines règles tacites, et apparemment, l'une d'elles est que la préférence de la femme compte. 7 shillings de Thomas Miller, Y annonce rapidement le mari, préférant limiter ses pertes. Et elle part de son plein gré, donc il n'y a pas à discuter. Thomas Miller s'avance. L'argent emprunté à 3 voisins différents, le visage rouge de gêne et de soulagement. Le licol est officiellement transféré du mari au nouveau propriétaire, mais Thomas le retire aussitôt du cou de la femme et le jette avec dégoût. La foule applaudit, comme si elle venait d'assister à la fin satisfaisante d'une pièce dramatique, ce qu'elle a, d'une certaine façon, réellement fait. La femme, appelons-la Sarah, s'incline devant la foule avec plus de dignité que quiconque ici ne le mérite, puis prend le bras que lui tend Thomas Miller. Mais alors que la foule se disperse, on voit le véritable prix de cette fin soi-disant heureuse. Sarah a peut-être échappé à une mauvaise situation, mais elle est désormais liée à Thomas Miller aussi, légalement qu'elle l'était, à son premier mari. Si Thomas se révèle cruel ou alcoolique, elle n'aura pas plus de recours qu'avant. Elle a simplement échangé une forme d'esclavage légal contre une autre, en espérant que son nouveau maître sera plus clément que l'ancien. Le jeune fermier qui faillit l'acheter les regarde partir, partagé entre plusieurs émotions. Il se sent déçu, certes, il était seul au point de penser qu'acheter une épouse pouvait résoudre ses problèmes, mais aussi troublé par ce qu'il vient de voir. Il n'avait jamais vraiment réfléchi à ce que signifiait posséder un être humain. Avoir à ses côtés quelqu'un lié non par amour ni par bénéfice mutuel, mais par une fiction juridique qui la réduisait à un simple objet. Le mari, l'ancien mari de Sarah, empoche ses 7 shillings et se dirige vers la taverne la plus proche, déjà en train de calculer combien de pintes il pourra s'offrir. Il ressent un mélange de soulagement et de perte qu'il ne comprend pas tout à fait. Sarah avait été un fardeau. Oui, une bouche de plus à nourrir. Mais elle était aussi la seule personne au monde à se soucier de sa vie, même si cette attention était teintée de peur et de rancune. Cette scène est fictive, mais elle s'inspire de dizaines de cas réels documentés qui suivent des schémas étonnamment similaires. La réalité de la vente d'épouse était à la fois plus complexe et plus déchirante que la simple idée d'hommes se débarrassant de femmes indésirables. Prenons le cas de Mary Ann Price, vendue à Murtia Tideville en 1837. Le journal local la décrivait comme une jeune femme à l'apparence agréable, conduite au marché avec une corde neuve autour de la taille. Elle fut vendue à un homme nommé Lewis pour 4 shillings et 6 pence.
mais la transaction avait manifestement été arrangée à l'avance. Lewis était décrit comme son amoureux, et la vente s'était déroulée à la satisfaction apparente de toutes les parties. Pourtant, les détails cachés dans l'article révèlent une histoire plus profonde. Le mari de Marianne était mineur, un buveur invétéré, et la vente eut lieu pendant une grave crise économique dans les régions minières du pays de Galles, où les familles peinaient à survivre avec des salaires réduits et un travail irrégulier. Le choix de Marianne de se faire vendre était probablement celui entre mourir de faim aux côtés d'un mari, ivrogne ou survivre avec un homme capable de subvenir à ses besoins. Ou encore, prenons un cas plus troublant, à Carlisle, en 1832, une femme fut mise en vente par son mari mais refusa tous les enchérisseurs. La foule devint hostile à mesure qu'elle continuait de rejeter les acheteurs potentiels et la tension monta au point que le magistrat local dut intervenir pour éviter la violence. Finalement, elle fut adjugée à un inconnu pour 3 shillings, mais elle refusa de le suivre. La vente fut déclarée nulle et elle fut autorisée à retourner auprès de son mari, bien que personne ne sache ce qu'il advint d'elle ensuite. Ces histoires révèlent la contradiction fondamentale au cœur de la vente d'épouses. Elle reposait sur la fiction, légale selon laquelle une femme pouvait être transférée comme un bien, mais elle dépendait aussi du consentement implicite de cette femme pour être socialement acceptée. Une épouse clairement vendue contre sa volonté suscitait souvent la sympathie, voire l'intervention, de foules pourtant venues pour le spectacle. La répartition géographique de ces ventes d'épouses en dit long sur les conditions sociales et économiques qui les rendaient possibles. Le Yorkshire, avec ses villes industrielles et sa pauvreté rurale, comptait le plus grand nombre de cas recensés. La pratique était plus rare dans le sud prospère et presque inconnue en Écosse, où d'autres traditions juridiques offraient plus d'options aux couples malheureux. Dans le nord industriel, où les anciennes structures sociales s'effondraient sous la pression du changement économique, la vente d'épouses représentait une manière d'adapter de vieilles coutumes à un monde nouveau. Le travail en usine signifiait que les familles n'étaient plus des unités économiques travaillant ensemble dans les fermes. Maris et femmes pouvaient exercer dans des secteurs différents, avoir des horaires incompatibles et développer des cercles sociaux séparés. Lorsque les mariages échouaient sous ces pressions, les anciens remèdes, l'intervention de la communauté ou de la famille devenait plus rare. Le symbole du licol révèle les liens profonds entre la vente d'épouses et le commerce du bétail, mais il remplissait aussi une fonction juridique. Le droit coutumier anglais reconnaissait plusieurs formes de transfert de propriété et la manipulation physique des biens, appelée Livery of Sacin, était l'une des plus anciennes et des plus respectées. En utilisant un licol et en réalisant la vente sur une place de marché, les participants invoquaient donc des traditions juridiques remontant au Moyen Âge. Le licol avait aussi une dimension psychologique pour le vendeur comme pour l'acheteur. Pour les maris, il rendait explicite ce que la loi sous-entendait déjà. Leurs épouses étaient des biens dont ils pouvaient disposer à leur gré. Pour les acheteurs, ils symbolisaient leurs nouveaux droits et responsabilités. Quant aux femmes, le moment où le licol leur était retiré marquait souvent, psychologiquement, leur passage d'un foyer à un autre. Certaines des ventes les plus spectaculaires impliquaient plusieurs transferts de la même femme. À Sheffield, en 1842, une femme fut vendue 3 fois dans la même journée, alors que différents hommes enchérissaient avant de se raviser. Chaque fois, elle dut endurer l'humiliation d'être examinée par des acheteurs potentiels, pour finir de nouveau sur l'estrade lorsque la transaction échouait. Le journal décrivit sa détresse croissante au fil de la journée, jusqu'à ce qu'elle s'effondre en larmes
après l'annulation de la troisième vente. Ces ventes multiples révélaient l'instabilité fondamentale du système. Comme la vente d'épouses n'avait aucune base légale, il n'existait aucun moyen d'imposer les contrats ou de trancher les litiges. Un acheteur pouvait changer d'avis, rendre sa marchandise et récupérer son argent. Une femme qui ne supportait pas sa nouvelle situation n'avait d'autre recours que de convaincre son nouveau mari de la revendre. Les enfants de ces femmes occupaient une position particulièrement tragique. Parfois, ils étaient inclus dans le prix de vente, considérés comme des accessoires à la transaction principale. En 1847, à Pontefract, une femme vendue avec ses 3 enfants vit l'acheteur a accepté de prendre en charge leur éducation et leur entretien. Mais le plus souvent, les enfants restaient avec leur père, séparés de leur mère par des transactions qu'ils étaient trop jeunes pour comprendre. Les archives historiques ne mentionnent presque jamais l'impact émotionnel sur ces enfants. Pourtant, on imagine aisément le traumatisme de voir sa mère conduite loin, une corde autour du cou, par un inconnu qui venait de l'acheter. Certains ne la revirent jamais. D'autres retrouvèrent leur mère des années plus tard, dans des circonstances douloureuses et embarrassantes pour tous. La pratique de la vente d'épouses eut également des effets profonds sur les communautés où elle se produisait. Ces ventes étaient des événements publics attirant des centaines, parfois des milliers de spectateurs. Elles devinrent une forme de divertissement populaire, mais aussi un espace de débat collectif sur le mariage, la moralité et les limites du comportement acceptable. Les foules qui assistaient à ces ventes n'étaient pas de simples témoins. Elles participaient activement à une forme de justice communautaire. Elles pouvaient approuver ou condamner certaines ventes, intervenir lorsqu'une femme était traitée injustement et imposer leurs normes collectives. Un mari tentant de vendre sa femme à un homme jugé indigne par la communauté pouvait voir sa vente perturbée par des spectateurs hostiles. Ces interventions communautaires montrent que la vente d'épouses n'était pas seulement une affaire de choix, individuel ou de désespoir. Elle s'inscrivait dans des réseaux sociaux complexes et une économie morale partagée. La pratique ne pouvait fonctionner qu'avec le soutien de la communauté, et ce soutien dépendait du respect de certaines règles tacites liées à l'équité, au consentement et à la décence. Le déclin du statut social de la vente d'épouses au milieu du XIXe siècle reflétait les transformations profondes de la société britannique. La montée de la classe moyenne, avec son idéal de respectabilité morale et de vie domestique privée, rendait de plus en plus choquantes ces expositions publiques d'échecs conjugaux ouvriers. Les journaux commencèrent à qualifier les ventes d'épouses de spectacles dégoûtants et de scènes brutales, et un langage révélateur des angoisses sociales d'une époque où le capitalisme industriel accentuait les frontières entre comportements respectables et vulgaires. Les mouvements religieux de réveil moral contribuèrent eux aussi à la disparition de la pratique. Le christianisme évangélique, insistant sur la sainteté du mariage et la réforme morale des classes laborieuses, considérait la vente d'épouses comme le signe d'une corruption spirituelle à éradiquer. Les prédicateurs méthodistes et baptistes la dénoncèrent régulièrement depuis leur chaire, bien que leur succès fût limité. La réponse du système judiciaire évolua lentement et de manière incohérente. Avant 1850, les poursuites étaient rares et les peines légères, quelques jours de prison ou une amende. Mais à mesure que l'opinion publique se durcissait, les tribunaux commencèrent à infliger des peines plus sévères. Dans les années 1860, les hommes reconnus coupables de vendre leur épouse risquaient jusqu'à 6 mois de prison, et les acheteurs pouvaient être accusés de complot en vue de commettre l'adultère. Toutefois, prouver qu'une vente d'épouse avait réellement eu lieu était difficile. Les participants avaient tout intérêt à nier tout échange d'argent ou à prétendre qu'il ne s'agissait que d'une
plaisanterie ou d'une mise en scène. Les jurés, souvent issus de milieux populaires où la pratique restait comprise, sinon approuvée, hésitèrent parfois à condamner des hommes qu'ils voyaient simplement comme tentant de résoudre des problèmes insolubles. L'émergence du music hall au milieu du 19e siècle a donné une nouvelle vie culturelle à la vente d'épouses, même si la pratique elle-même déclinait. Les chansons populaires, comme la vente d'une épouse, transformèrent le rituel en comédie, présentant le mari comme un idiot, la femme comme une mégère et l'acheteur comme un dupe. Ces chansons aseptisent le désespoir réel et l'humiliation de la vente d'épouses en la transformant en divertissement, inoffensif pour un public de classe moyenne. Mais la persistance de la vente d'épouses dans la culture populaire révèle quelque chose d'important sur ses fonctions psychologiques et sociales. La pratique répondait à des angoisses profondes concernant le mariage, la propriété et les relations de genre, qui n'ont pas disparu lorsque le rituel lui-même devint socialement inacceptable. Les chansons de music hall, les romans bon marché et plus tard le cinéma continuaient d'explorer des thèmes de rupture et de reconstruction matrimoniale que la vente d'épouses avait autrefois abordé directement. La dimension internationale de la vente d'épouses mérite également attention. Les colons anglais ont importé cette pratique dans les colonies américaines, où elle a persisté jusqu'au 19e siècle. Les archives judiciaires coloniales documentent des cas allant du Connecticut à la Caroline du Sud, suggérant que cette coutume s'adaptait à différents contextes sociaux et économiques. Dans certains contextes américains, la vente d'épouses semble avoir été encore plus commercialisée qu'en Angleterre, avec des actes de vente formels et des annonces dans les journaux. Les Français étaient particulièrement fascinés par cette pratique anglaise, qu'ils voyaient comme la preuve de la barbarie et de la corruption morale britannique. Les journaux français en rendaient régulièrement compte, exagérant souvent les détails pour l'effet dramatique. Les caricatures politiques montraient John Bull menant sa femme au marché comme une vache, utilisant la pratique comme symbole de brutalité et de commercialisme anglais. Cette attention internationale embarrassait profondément les élites anglaises qui tentèrent de présenter la Grande-Bretagne comme leader de la civilisation européenne et du progrès moral. L'idée que des Anglais vendaient régulièrement leurs épouses comme du bétail contredisait l'idéologie victorienne naissante de respectabilité domestique et de vertu féminine. Les responsables gouvernementaux commencèrent à faire pression sur les magistrats locaux pour qu'ils répriment plus vigoureusement cette pratique. Le rôle de l'alcool dans la vente d'épouses ne peut être négligé. De nombreuses ventes commençaient dans les tavernes, alimentées par la boisson et la camaraderie masculine, ce qui rendait la dégradation des femmes acceptable, voire amusante. Le rituel se terminait souvent par des boissons communes célébrant la transaction, une pratique qui normalisait ce qui aurait autrement semblé choquant ou cruel. Mais l'alcool servait aussi d'excuse, pratique pour les hommes qui regrettaient ensuite leurs actes. Plusieurs cas documentés impliquent des maris qui vendaient leurs épouses en état d'ébriété, puis tentèrent de les récupérer une fois sobres. Le système juridique refusait généralement de reconnaître ces regrets postérieurs, considérant la vente d'épouses comme un contrat contraignant, indépendamment de l'état mental du vendeur. Les dimensions économiques de la vente d'épouses deviennent plus claires lorsqu'on les examine dans le cadre d'autres stratégies de survie des classes laborieuses. Dans les communautés où le chômage était chronique et les salaires à peine suffisants pour survivre, le mariage était souvent une nécessité économique plutôt qu'un choix romantique. Les prix payés pour les épouses reflétaient ces calculs économiques. Les femmes décrites comme bonnes travailleuses, compétentes dans des métiers précieux comme le filage ou le brassage, obtenaient des prix plus élevés que celles dont le travail avait moins de valeur. L'âge, la santé et la capacité à avoir des enfants influençaient également
la valeur sur le marché. Les négociations entourant ces ventes montrent que les participants comprenaient exactement ce qu'ils achetaient et vendaient. Non seulement une femme, mais son travail, sa fertilité et ses compétences domestiques. Les documents survivants sur la vente d'épouses contiennent souvent des détails révélateurs sur la vie et les valeurs des classes laborieuses. Les journaux décrivaient les vêtements des femmes, leur apparence physique, leurs compétences et leur tempérament. Ils enregistraient les mots prononcés pendant les ventes, conservant des fragments de langage et d'attitudes populaires rarement présents dans d'autres sources historiques. Ces documents révèlent également l'étiquette élaborée entourant la vente d'épouses. Il existait des manières appropriées de procéder, des lieux et des horaires adéquats, des formes de paiement acceptables. Violer. Ces coutumes pouvaient entraîner le désapprobation de la communauté, voire la violence. La pratique pouvait être dégradante, mais elle n'était pas chaotique. Elle suivait des règles que les participants comprenaient et respectaient généralement. Le déclin de la vente d'épouses après 1850 ne résulte pas seulement de la pression légale ou de la désapprobation sociale. Les changements économiques rendaient la pratique moins nécessaire et moins pratique. L'emploi en usine offrait aux femmes une certaine indépendance économique, réduisant leur dépendance absolue au soutien masculin. La croissance des zones urbaines offrait plus d'opportunités d'échapper à de mauvais mariages par simple abandon. L'expansion du réseau ferroviaire facilitait la disparition et le recommencement d'une nouvelle vie ailleurs. Les attitudes changeantes envers le mariage jouaient également un rôle. L'idéologie romantique qui se répandait à tous les niveaux de la société mettait l'accent sur l'amour et l'affection mutuelle comme fondement du mariage, rendant les aspects commerciaux de la vente d'épouses de plus en plus révoltants. Le mouvement émergent pour les droits des femmes, bien que encore limité et largement issu de la classe moyenne, offrait des cadres alternatifs pour penser les relations de genre et l'autonomie féminine. Les dernières ventes d'épouses, documentées en Angleterre, eurent lieu au début du XXe siècle, et à cette époque, elles étaient largement perçues comme des reliques d'un passé barbare. Le cas de 1913 à Leeds impliquait une femme affirmant que son mari l'avait vendue à un collègue pour 1 euro/shillings. Mais les circonstances restaient floues et la réaction de la communauté fut entièrement négative. Il n'y avait ni foule de spectateurs, ni cérémonie publique, ni sentiment que cela constituait un moyen acceptable de résoudre des problèmes matrimoniaux. À cette époque, le divorce légal était accessible aux classes laborieuses, bien que toujours coûteux et socialement stigmatisé. Le Matrimonial Causes Act de 1923 allait bientôt rendre le divorce plus accessible aux femmes, offrant des recours juridiques pour certains des problèmes que la vente d'épouses avait autrefois abordés. Les programmes de protection sociale, bien que limités, proposèrent des alternatives aux choix drastiques qui avaient rendu la vente d'épouses raisonnable. L'héritage de cette pratique dépasse largement son cadre historique. Elle révèle des tensions fondamentales sur le genre, la propriété et l'autonomie personnelle qui continuent d'influencer les débats contemporains sur le mariage et le divorce. Elle montre comment les systèmes juridiques peuvent échouer à répondre aux besoins humains, obligeant les individus à créer leurs propres solutions, moralement troublantes mais pratiquement nécessaires. Les lecteurs modernes pourraient être tentés de considérer la vente d'épouses comme un signe de barbarie historique, la preuve que nous avons dépassé de telles formes primitives d'oppression de genre. Mais cette pratique était le produit de conditions juridiques et économiques spécifiques qui créèrent des choix impossibles pour des personnes désespérées. Les femmes impliquées dans ces ventes n'étaient pas des victimes passives. Elles étaient des actrices actives, cherchant à améliorer leurs conditions avec les moyens limités dont elles disposaient. La question fondamentale soulevée
par la vente d'épouses reste pertinente aujourd'hui. Que se passe-t-il lorsque les systèmes juridiques échouent à fournir des recours adéquats pour des situations intolérables? Des exemples contemporains incluent les immigrantes sans papier incapables d'accéder à une protection juridique, les victimes de violences qui ne peuvent se permettre une représentation légale, ou les familles brisées par des politiques économiques privilégiant des principes abstraits au détriment du bien-être humain. Les foules rassemblées pour assister à ces ventes n'étaient pas simplement à la recherche de divertissement. Elles participaient à des discussions communautaires sur la justice, la moralité et les limites du comportement acceptable. Dans notre société plus privatisée, nous avons perdu certains mécanismes qui permettaient aux communautés d'intervenir dans les tragédies individuelles. Mais les tragédies elles-mêmes n'ont pas disparu. En refermant cette exploration d'une des coutumes les plus troublantes de l'histoire, nous revenons sur cette place de marché où notre récit a commencé. La femme avec le licol autour du cou, debout sur l'estrade, tandis que des inconnus enchérissaient pour le droit de la posséder, représente des milliers de femmes confrontées à des choix impossibles dans un système conçu pour leur refuser toute autonomie. Certaines ont trouvé le bonheur dans leurs nouvelles dispositions, un véritable attachement avec des partenaires qui les traitaient comme des êtres humains plutôt que comme des biens. D'autres ont découvert que changer de maître ne changeait pas la nature fondamentale de leur servitude. Toutes ont payé un prix en dignité et en respect de soi qu'aucun bénéfice pratique ne pouvait entièrement compenser. Leurs histoires nous rappellent que le progrès n'est pas inévitable, que les droits et protections dont nous jouissons aujourd'hui ont été bâtis sur la souffrance de personnes contraintes de composer avec des systèmes niant leur humanité. Elles nous rappellent que derrière chaque pratique historique, aussi répugnante qu'elle puisse paraître aux yeux modernes, se trouvent des êtres humains essayant de survivre, de trouver l'amour, de donner un sens à des circonstances offrant peu de choix positifs. Les licoles ont disparu maintenant. Les places de marché ont été transformées en centres commerciaux. Les systèmes juridiques qui traitaient autrefois les femmes comme des biens ont été réformés. Mais les questions fondamentales demeurent. Comment créer des systèmes qui servent les besoins humains plutôt que des principes abstraits? Comment s'assurer que le progrès profite à tous et pas seulement à une minorité privilégiée? Comment bâtir des sociétés où personne n'a à choisir entre dignité et survie? Les femmes de l'Angleterre victorienne, qui portaient des licoles autour du cou et espéraient des maîtres plus cléments, méritent mieux que d'être simplement considérées comme des victimes de la barbarie historique. Elles méritent d'être reconnues comme des êtres humains ayant affronté des circonstances impossibles, avec tout le courage et l'autonomie dont elles pouvaient disposer, qui ont trouvé des moyens de survivre et parfois même de s'épanouir dans un monde conçu pour les écraser. Leurs voix résonnent à travers les siècles, nous rappelant que la liberté n'est pas gratuite, que la dignité n'est pas garantie et que le prix de la justice est une vigilance constante contre les systèmes et circonstances qui réduisent les êtres humains à la condition de propriété. En nous souvenant de leurs histoires, nous honorons non seulement leur mémoire, mais aussi notre obligation de veiller à ce que de tels choix ne deviennent jamais à nouveau nécessaires. Les places de marché sont aujourd'hui vides, mais les questions qu'elles soulevaient sur la valeur humaine, la justice juridique et le prix de la survie restent aussi urgentes aujourd'hui qu'il y a 2 siècles. Dans cette urgence résidant à la fois avertissement et espoir. Avertissement que le progrès peut être inversé, et espoir que comprendre le passé peut aider à construire un avenir plus juste.